Nous suivons deux grandes actualités sur LCI cet après-midi. Emmanuel Macron reçoit le président turc. Conférence de presse commune à suivre en direct sur notre antenne. Ce sera aux alentours de 15h40, 15h45. Les dossiers sensibles seront abordés, assure l'Élysée. Et en attendant, on s'intéresse à Notre-Dame-des-Landes. Faut-il construire un nouvel aéroport? Édouard Philippe a commencé à recevoir ce matin les élus de l'Ouest. Quelle que soit la décision, il faudra évacuer la ZAD et il faudra employer la force, a même prévenu le ministre de l'Intérieur. Avec nous pour en parler, Sandra Regol, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Général Bertrand Soubelet, bonjour. Ex numéro 3 de la gendarmerie nationale, et tous les deux, vous vous êtes rendus dans la ZAD près de Nantes. Julien Arnaud est également avec nous. Bonjour Julien. Bonjour. De notre service politique. La question empoisonne justement la vie politique depuis 40 ans maintenant. Mais cette fois, promis, ce gouvernement va trancher d'ici la fin du mois, même si la question de l'évacuation de la ZAD s'avère extrêmement épineuse. Marie Belot. Voici l'une des routes qui mènent à la ZAD, la zone d'aménagement de l'aéroport devenue la zone à défendre. 1600 hectares de bocage, des prés et des terres agricoles à perte de vue. Un territoire où sont installés des centaines d'opposants, bien déterminés à y rester. Quoi qu'il en soit, on est dans un mouvement qui est long, durable, déterminé, intergénérationnel et qui ne baissera pas les bras, ça c'est pas entendable. Les démonstrations de force ont été nombreuses ces dernières années et les affrontements parfois violents. L'évacuation pourrait donc s'avérer à haut risque. En 2012, au moment où ils sont venus nous expulser, où ils ont tenté de venir nous expulser, il y avait moins d'habitat, moins de liens avec les paysans. Aujourd'hui, tout ça s'est renforcé et on a l'impression que toutes ces personnes pour qui ça a éveillé un espoir en France, dans la région, localement, se mobiliseront d'autant plus fort si on était menacé de nouveau. Le gouvernement est pourtant bien décidé à déloger les zadistes. 2500 policiers et gendarmes pourraient être mobilisés. On sera obligé à un moment donné d'employer la force, je pense, mais il faut qu'elle soit la plus mesurée possible, la plus maîtrisée possible. Une option plébiscitée par 56% des Français qui, selon un sondage, seraient favorables à une évacuation par la force. Général Bertrand Soubelet, pourquoi c'est risqué finalement cette évacuation ? Mais c'est risqué parce que nous avons affaire à des personnes qui se sont installées depuis un certain temps et qui sont tout à fait convaincues du bien fondé de leur position et qui se battront jusqu'au bout. Et ils ont d'ailleurs préparé déjà de longue date l'arrivée des forces de l'ordre. Donc c'est-à-dire avec des moyens de résistance? Oui, avec des moyens de résistance. Ils ont ce qu'on appelle, on appelle ça dans le jargon militaire la valorisation du terrain. C'est-à-dire qu'ils ont creusé des tranchées, ils ont préparé des câbles qu'ils vont tendre au dernier moment, ils ont préparé des projectiles, des cocktails Molotov. Enfin, ils sont prêts au combat. C'est ce que vous avez pu remarquer, Sandra Regol, vous y avez été à plusieurs reprises. Oui, ce que j'ai remarqué surtout, c'est que ce sont de jeunes générations qui, à l'heure où la France, les campagnes françaises perdent leurs paysans, reprennent ces terres, travaillent avec les paysans qui sont là localement, refont vivre une zone qui était en partie désertée. Alors vous voyez plutôt le côté militant écologiste. Moi, je vois qui surtout défendent ce un qui modèle. se passe sur place, c'est-à-dire qu'effectivement, il y aura toujours quelques minoritaires qui vont répondre à la violence symbolique par une violence physique. Mais ils répondent quand même à une violence symbolique qui est celle de détruire la plus grande zone de biodiversité d'Europe. Et vous savez, là, il y a quelques jours, j'étais sur votre plateau pour parler des tempêtes. On parlait de ces tempêtes qui font énormément de dégâts. Elles font beaucoup de dégâts, justement, parce que des zones humides, comme celle de Notre-Dame-des-Landes, ne sont plus respectées. On les a toutes détruites et que ces zones tampons, elles ne peuvent plus permettre de faire un blocage entre les forces de la nature et les gens qui y vivent. Donc oui, leur combat, effectivement, il est important. Il peut y avoir des débordements parfois, mais moi, les grottes que je connais, les tranchées dont vous parlez, ce sont surtout des lieux de création où on vient exposer des travaux, où on vient échanger, où on vient se protéger. On peut considérer que ce sont des lieux de bataille culturelle ou de bataille idéologique, mais je ne crois certainement pas que ce sont des lieux de bataille armée. Oui, ça c'est votre position, je la comprends, je l'admets. Mais il se trouve que le 12 octobre 2016, quand c'était non pas en 2012 pour la première pardon, le 16 octobre 2012, pardon, quand il y a eu l'opération César et qu'on avait les premiers éléments qui se sont déclarés et les premières actions. Ce que nous avons vu, ce ne sont pas des écolos pacifiques et des gens qui avaient envie de discuter et qui avaient envie de vivre une autre vie différente, différenciée. Et on a eu affaire à des gens qui étaient extrêmement violents. Regardez ces images. Et avec lesquels il y a eu des confrontations très sérieuses. Donc j'entends votre discours. Mais moi, je ne suis pas au pays de oui-oui, et je pense que, très honnêtement, il y aura de la casse, parce que nous savons aujourd'hui qu'ils se préparent à la bataille. Alors la bataille des idées, moi, je suis pour. La bataille sur le terrain, alors qu'il y a eu des
déclaration d'utilité publique, il y a eu un certain nombre d'enquêtes qui ont été faites, y compris sur le plan écolo, beaucoup plus qu'il était prévu. Vous voyez, sur vos images, je vois des gens qui sont traînés par terre et qui restent par terre. Donc vous retenez plutôt les violences policières alors? Non, ce n'est pas des violences policières. Les policiers font leur travail. On leur a dit d'évacuer la zone. Ils évacuent la zone. Ce sont des gens qui obéissent à des ordres qui sont donnés au sommet de l'État. Ce n'est pas eux qui décident. D'ailleurs, les policiers, ça fait 3 ans maintenant qu'ils sont épuisés, qu'ils n'en peuvent plus parce qu'ils sont sous pression. Ils sont sous pression de cet état d'urgence permanent qu'on nous impose et qu'on continue à nous imposer. Et là, on va demander à 2500 d'entre eux, en plus de toutes les charges horaires qu'ils ont eues depuis des mois, qu'ils ont eues depuis des années, en plus de cet épuisement global, en plus de cette lassitude d'être toujours les gens détestés par les Français, d'aller intervenir chez qui? Chez des paysans qui sont en train de bêcher leurs terres et qui vont, pour protéger leurs terres, comme dans toute l'histoire de la paysannerie, parce que ça a toujours été ainsi, les paysans ont toujours protégé leur outil de travail et leur lieu de vie. Eh bien oui, ils vont se défendre parce qu'ils défendent leurs moyens de nourrir la France. Alors peut-être la réponse, parce que vous avez travaillé sur des plans d'évacuation effectivement de la ZAD juste après 2012. Vous pouvez peut-être apporter des arguments. Non, mais moi je ne suis pas sur le plan idéologique. Madame a ses opinions, je les respecte, il n'y a pas de souci. Mais moi je suis un serviteur de la loi, de l'État, et quand l'État a décidé légalement de faire certaines choses et qu'il donne des ordres à ceux qui sont chargés de faire appliquer la loi, eh bien on essaie de l'appliquer de la manière la plus intelligente et la moins brutale possible. Mais parfois, quand vous avez affaire à des gens qui sont brutaux en face, c'est compliqué. Voilà. Et je pense que là, vous aviez préparé, vous, vos plans. Là, 2500 policiers et gendarmes sont prévus dans le plan du gouvernement pour l'évacuation de cette ZAD. Comment est-ce que vous aviez travaillé? En fait, vous savez, on appelle ça une planification. C'est-à-dire, on prévoit la manière dont les choses vont se passer. C'est-à-dire qu'on essaie d'anticiper et de voir quel est le volume de force qui nous servira ou qu'il nous faudra pour réaliser cette opération, parce que c'est une opération extrêmement compliquée, dans la mesure où vous avez des gens qui sont installés, qui sont prêts, et qui connaissent parfaitement bien le terrain, évidemment. Contrairement à vous, finalement? Ils le connaissent mieux que nous, c'est sûr. Ils ont un avantage sur nous, c'est évident. Et donc, la planification, c'est essayer de prendre le terrain et puis de le tenir au fur et à mesure. Parce que sinon, on appelle ça la course à l'échalote, c'est-à-dire que quand on ne tient pas le terrain, ensuite ils reviennent par d'autres endroits et c'est très compliqué. Donc ça demande effectivement un nombre de gendarmes assez considérable que l'on évalue à 40 unités de gendarmes mobiles, c'est-à-dire entre 2500 et 2800 gendarmes. Donc on est à peu près je vous rassure, les gendarmes, certes, ils sont fatigués, mais ils sont militaires, c'est leur métier, ça ne pose aucune difficulté. Ils seront prêts le moment venu. Julien, on a vu dans notre reportage que c'était une évacuation assez populaire, soutenue par les Français. Oui, soutenue par les Français. Les politiques, l'exécutif le sait et le répète en boucle, que ce soit Édouard Philippe ou Emmanuel Macron. La position sera claire et assumée, et rajoutant, quelle que soit la décision, qu'il y ait un nouvel aéroport ou qu'il n'y ait pas de nouvel aéroport, la ZAD sera évacuée. Et du côté du ministère de l'Intérieur, on s'y prépare, on le sait, tout a été envisagé. C'est encore hier, par exemple, Sébastien Lecornu, qui travaille avec Nicolas Hulot, ministre qui travaille avec Nicolas Hulot, disait s'il y a des blessés, oui, c'est une option, voire plus. On le sait très bien, on a tous les scénarios qui sont sur la table. Et bien évidemment, avant d'aller vers cette évacuation, des plans de repérage ont été effectués, les drones ont survolé la zone, des repérages, une logistique, parce que les forces de l'ordre, les militaires et les gendarmes n'ont pas déboulé comme ça du jour au lendemain. Tout a été fait autour pour que ce soit pris en charge et fait d'une certaine façon, que ce soit au niveau des hôtels, au niveau de la logistique pour les militaires eux-mêmes. 2500 militaires et gendarmes. C'est Alexandre Aguier du service police-justice qui a travaillé là-dessus, qui me disait tout à l'heure, a priori, selon plusieurs sources, ça ne s'est jamais vu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, un tel déploiement sur le territoire national de militaires et de forces de l'ordre, de gendarmes. Donc c'est quelque chose d'assez conséquent qui va se dérouler, mais encore une fois, c'est bien préparé en amont. Le repérage a été fait. Opinion donc publique favorable à cette évacuation, c'est aussi l'avis de Florian Philippot, invité de la matinale de LCI. J'ai toujours été favorable à l'extension de Nantes et non pas à Notre-Dame-des-Landes, notamment pour des raisons écologiques. Je pense qu'il faut aussi que l'État existe et évacue la ZAD. Je veux dire, on ne peut pas continuer comme ça avec ce désordre permanent et que l'autorité de l'État soit bafouée. Sandra Regol, on voit bien, là, Florian Philippot, il est pour le respect de l'écologie, pour une solution plutôt de l'agrandissement de l'aéroport de Nantes et pas cette construction à Notre-Dame-des-Landes. Pour autant, il dit il y a quand même des personnes qui sont là illégalement. Alors pour me convaincre, vous auriez pu trouver quelqu'un de plus proche politiquement que Florian Philippot, qui est quand même un peu... C'était notre invité de la matinale. De tout ce que je défends, mais passons cela. Mais néanmoins, vous pouvez être d'accord.
Je peux être d'accord sur le fait qu'ils défendent le fait qu'il n'y ait aucune nécessité à construire un deuxième aéroport. Et sur l'occupation illégale, alors? Ah, mais il a le droit d'avoir son avis. Moi, ce qui m'inquiète... Pour vous, de c'est voir pas illégal, cette occupation? Qu'est-ce qui est le plus illégal? Le fait qu'on ait signé avec Vinci un contrat qui était lui-même illégal et déclaré comme tel par les lois européennes. Par qui? Parce que l'Europe... Toutes les décisions de justice vont dans le sens d'une construction de Notre-Dame-des-Landes. Sauf que Vinci n'a pas le droit de détruire ce bocage sans le compenser. Or, il est d'une telle richesse et d'une telle immensité qu'il est incapable, matériellement et financièrement, de pouvoir le compenser. Donc jamais cet aéroport, si on respecte la loi dont on parlait et dont on se rappelle... Retours, même au niveau européen, tout a été retoqué. Il y a eu une consultation populaire. Sauf que la consultation populaire pour un aéroport international a été faite uniquement en Loire-Atlantique. Voilà, ce qui pose déjà problème. Mais soit, il y a une consultation qui n'est pas très tranchée, en fait. Elle arrive à peine à 55%. Si vous prenez les zones concernées, c'est l'exact inverse, en fait. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont tout à fait contre la construction de cet aéroport. Plus vous approchez Notre-Dame-des-Landes, plus c'est contre, plus vous en éloignez, plus c'est pour. C'est pas tout à fait le cas, mais en quelque sorte. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est quand j'entends, mais c'est pas la première fois, que le gouvernement s'appuie, pour ainsi dire, sur les sondages pour décider de la politique qu'il va mettre en place. Parce que les choix politiques sont des choix qui reposent sur des valeurs, qui structurent les choix que l'on fait. Faire de la politique, c'est faire vivre la cité au sens littéral, et c'est prendre des décisions qui vont dans le sens de l'engagement qu'on a pris avec les gens qui nous ont élus. Suivre aujourd'hui les sondages, c'est pas suivre l'engagement sur lequel on a été élu. Et je trouve ça extrêmement inquiétant que sous couvert d'un sondage qui par ailleurs a été fait sur Internet, sur la base du volontariat, avec aucune condition qualitative pour structurer le véritable sous-entendu qu'il y a derrière les questions, eh bien que sur la base d'un sondage comme ça, l'État français puisse se dire nous sommes libres d'agir là-bas sans réfléchir aux précédents historiques. C'est un sondage à un moment donné. Je ne suis pas sûr, sans me faire l'avocat de l'exécutif, que le gouvernement prenne la décision en se disant tiens, il y a ce sondage qui est paru là aujourd'hui, on y va. Et pourtant, entre les déclarations d'il y a quelques jours, où la volonté, tout ce qui émanait en tout cas des cabinets ministériels, était de ne pas refaire le Larzac, pour le dire très vulgairement, et d'arriver à trouver une solution pacifique, parce qu'il y a vraiment des gens qui occupent les terres, parce qu'il y a vraiment une solidarité avec les paysans, parce qu'il y a vraiment une vie qui s'est reconstituée là-bas, en dehors des actes violents, eh bien là, ce sondage tombe, et puis on entend soudain un autre son de cloche, et je trouve ça très inquiétant. Bertrand Soubelet, pour qu'on comprenne, idéologiquement parlant. Qui occupe aujourd'hui la ZAD? Effectivement, il y a ces paysans, effectivement, il y a des militants, pas que. Non, vous avez, globalement, sur l'ensemble de la ZAD, vous avez j'allais dire, continu, entre 150 et 200 personnes, globalement. Pas plus. C'est-à-dire qu'il y en a qui viennent pour quelques jours, pour quelques semaines, ça tourne, pour quelques mois, ça tourne. Et ça tourne. En réalité, ce qu'on a observé, c'est que ça tourne d'une ZAD à l'autre. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont des spécialistes de l'occupation. Ce sont des Français, ce sont des étrangers, on a de tout. Mais alors ce sont quoi, des mouvements d'extrême gauche? Ce sont des altermondialistes, ce sont des gens qui sont motivés par le fait de refuser tout système. Je ne dis pas que c'est la majorité de ceux qui sont à Notre-Dame-des-Landes, mais en tout cas, il y en a quand même un certain nombre. On les connaît, on les suit. Reconnus des services c'est de police en général. Et donc, nous savons globalement que ce sont des gens qui sont capables d'être dangereux et qui sont organisés. Et on ne peut rien faire contre eux? S'ils sont connus des services de police, s'ils sont répertoriés comme des personnes potentiellement dangereuses. Oui, mais légalement, vous faites quoi contre eux? Ils ont le droit d'aller et venir comme ils veulent. Ils ne se rendent pas coupables d'actions délictuelles directes. Ils sont dans une zone pour laquelle l'État a décrété un certain nombre de choses, mais qui n'a pas décidé d'appliquer les décisions. Donc, on ne peut rien faire contre eux. Mais l'occupation en tant que telle, elle est légale ou illégale? Ah non, l'occupation est illégale. Oui, bien sûr. Alors, vous savez, l'occupation, il y a des endroits, c'est très étonnant, parce que vous avez entre 80 et 100 lieux de vie là-dedans. Oui. Mais ils ne sont pas tous occupés. Il y a aussi des gens qui tournent, qui changent de lieu de vie de temps en temps. Il y en a qui restent en permanence sur les mêmes lieux de vie. Donc vous avez sur la zone, ce qu'ils appellent la zone à défendre, qui est la zone d'aménagement différé, vous avez beaucoup de modes de fonctionnement qui sont complètement différents. Mais vous avez en noyau, on peut dire entre 50 et 60 personnes qui sont des gens qui n'ont strictement rien à voir avec l'écologie, qui n'ont strictement rien à voir avec la France et qui ne sont là que parce qu'ils veulent contester
l'ordre établi et qui veulent en découdre avec ceux qui représentent l'ordre et l'État. Uniquement. Voilà. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Pourquoi pas? En tout cas, ce que je trouve inquiétant, c'est qu'on en soit à déployer quasiment 3000 personnes pour 60 personnes qui poseraient problème, à l'époque où la France risque encore, si j'en crois ce qu'on nous dit et si j'en crois ce que disent les différentes préfectures, des risques pour terrorisme. Donc c'est-à-dire que l'État français nous dit en gros que ces gens qui sont à Notre-Dame-des-Landes, qui ne sont pas répertoriés S, qui ne sont pas répertoriés comme terroristes et qui sont très très loin des terroristes, parce que si on commence à appeler ces gens-là des terroristes, alors comment est-ce qu'on appelle ceux qui ont perpétré des meurtres au Bataclan, etc. Donc si l'État français décide de mettre 10 fois ce qu'il met sur les véritables risques, sur 50 à 60 personnes, comme vous venez de nous l'expliquer, à Notre-Dame-des-Landes, vous imaginez 3000 personnes pour arrêter 50 à 60 personnes. Je comprends votre raisonnement. On frise le ridicule. Il ne tient pas. Il ne tient pas parce mais je reprends juste j'ai annoncé, vos propos, j'ai annoncé simplement entre 50 et 60 personnes qui sont des vrais durs au milieu de ces 150 à 200. Mais le jour où on va annoncer qu'il va y avoir l'évacuation de Notre-Dame-des-Landes, il va y avoir un afflux d'individus. Et on sait, nous, que quand dans les sphères de l'État ça discute, tout le monde sait que en 2 heures, ça peut multiplier par 2 ou par 3. Et qu'en quelques jours, il peut y avoir... C'est le temps qu'il faut pour venir de Nantes, hein, vous êtes optimiste. Non, mais rassurez-vous, ils sont extrêmement bien organisés, je vous rassure. Nous savons tout ça, il n'y a aucune difficulté. Et lorsque cette opération sera annoncée, je pense qu'il y aura un afflux, et ça ne sera pas des centaines qu'il y aura, c'est probablement plus d'1 millier, voire peut-être même au-delà. Et là, c'est plus pareil. On a été 10 000 personnes et bien plus dans ces manifestations. Je peux là, ce n'est pas une manifestation. Ils le disent eux-mêmes. On est préparé, on se prépare. Il y en a un qui dit il y a la population qui viendra effectivement nous aider. C'est un des zadistes qu'on a entendu dans notre reportage. Comme les paysans sont venus soutenir les zadistes quand la police est venue pour les exproprier de terres qui avaient été peut-être pas données légalement, mais en tout cas cédées sur la base de la parole par les paysans qui les occupaient jusqu'à présent. C'est quand même quelque chose d'important quand on dit que ces gens occupent illégalement ces terres, alors qu'ils reprennent des terres, sont quand même des gens qui envoient des tonnes de nourriture aux pauvres, aux migrants, qui produisent justement non pas pour se capitaliser le savoir qu'ils ont acquis auprès des paysans, ni pour capitaliser l'argent qu'ils tirent de ce qu'ils produisent, mais qui donnent ce qu'ils produisent parce qu'ils estiment qu'une société plus juste est possible et qui essaye de faire de cet espace un laboratoire de l'utopie. Dans un pays où on a perdu l'espoir d'avenir meilleur, où on a de plus en plus de sondages, puisqu'on en parlait tout à l'heure, qui nous disent qu'il n'y a plus d'imaginaire collectif auquel se raccrocher, quand il y a des gens qui sont peut-être des doux rêveurs, appelez-les comme vous voulez, mais des gens qui essaient de recréer des choses très belles, qui peuvent être perturbées par des gens plus violents, et bien, je pense que l'État français, le devoir de l'État français, c'est de protéger ces très belles choses, c'est de protéger cet imaginaire en devenir, c'est de protéger ces expérimentations. Vous êtes au pouvoir. Imaginez, vous êtes au pouvoir là. Vous faites quoi de cette ZAD? Vous dites c'est des très beaux projets de négociation contre le capitalisme et vous les soutenez? Alors moi, à titre personnel, si c'est contre le capitalisme, oui, évidemment, je les soutiens puisque j'estime que c'est un système qui est arrivé à bout de souffle et qui fait qu'aujourd'hui en France, on a des millions de gens qui sont... À ce moment-là, c'est leur donner le blanc-seing pour occuper toutes les zones qui vont contester. Il faut une véritable concertation entre les élus locaux, entre les élus départementaux. C'est ce qui est en train de se passer. Là, c'est l'État qui les consulte. Il ne met pas tout le monde autour d'une même table pour trouver des solutions avec les habitants actuels, avec les paysans actuels et les paysans qui ont été chassés, pour trouver des solutions, pour faire vivre ces terres, si effectivement, et je l'espère, et nous l'espérons de tout cœur, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes est effectivement abandonné. Les paysans sur place, effectivement, que deviennent-ils? Parce qu'il n'y a pas que les zadistes, effectivement. Il y a ces agriculteurs, et Pierre Barretti est allé les rencontrer. Donc là on est là, c'est le bord de la piste. Alors vous voyez le bâtiment, les animaux, tout. Voilà, l'axe de la piste, ce serait là. Du béton sur 3000 mètres de long et 40 mètres de large, ce serait la piste nord de Notre-Dame-des-Landes. Autour, sur 1600 hectares, fermes, bocages et pâturages seraient rasés. À la place de ce bois de sapin se dresserait l'aérogare. Sylvain, agriculteur depuis 5 générations, est désormais exproprié et expulsable. Il se bat pour que ses 2 fils soient éleveurs, comme lui. On n'est pas à vendre. On ne veut pas partir. On ne vend pas 5 générations comme ça parce qu'on veut bétonner 550 hectares de terre humide. On n'est pas à vendre. Donc on n'a pas de plan B. Non, on gagnera, donc on veut rester.
Indiscrète, la caméra du drone dévoile l'enjeu écologique. Des dizaines de kilomètres de talus canalisant l'eau seront détruits. Enfin, les mares et les taillis abritant les oiseaux protégés, les insectes et les fleurs rares disparaîtront à jamais. Ici, sur 80 propriétaires, 40 sont partis. 10 ont refusé toute indemnisation et 15 exploitants agricoles continuent. Joël Bizel conservera sa ferme, mais avec les travaux prévus, ces prairies deviendront des pelouses d'aéroport. Un hectare bétonné, c'est un hectare bétonné. Hein. On ne va pas le compenser comme ils ont prévu de faire à côté, dire on va compenser, on va faire 1 ou 2 hectares avec des petits animaux dessus, quelques agriculteurs pour agrémenter le tout, et tout le monde est content. Enfin, voici les squatteurs occupant les fermes abandonnées. Ils sont une centaine, jeunes et déterminés, et présentés comme les opposants les plus radicaux. Mais l'un d'entre eux a accepté de nous parler. Moi, personnellement, oui, je travaille dans les champs, parce que je fais de l'action directe ici, en faisant de l'agriculture paysanne. Ici, c'est une zone en lutte et qu'il faut la défendre, quoi. La défendre physiquement contre les travaux, contre les expulsions. L'abandon du projet signifierait le versement d'énormes dommages et intérêts par l'État à Vinci et le remboursement des études réalisées. Sollicité, le groupe Vinci n'a pas souhaité justifier la décision de l'État d'une création d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Maître Soubelet, on fait comment pour les expulser, ces agriculteurs? C'est pas tout à fait le même profil quand même. Oui, mais il y a un vrai sujet humain avec cette vingtaine d'agriculteurs qui sont encore là. C'est évident et on ne peut pas l'ignorer. L'ignorer, ça serait complètement stupide. Ouais, je suis aussi sensible aux théories de madame. Je suis moi-même vice-président d'un mouvement politique qui s'appelle Objectif France et on considère que l'écologie est un enjeu majeur pour l'avenir. Donc sur des sujets comme ça, c'est vrai qu'il y a une situation humaine qu'il faut traiter. Et on ne peut pas la traiter par la brutalité, c'est clair. Mais il y a une décision, il y a eu un certain nombre. On ne peut pas remettre en question en permanence ce qui a été fait pendant 40 ans. Il y a eu des études, il y a eu un certain nombre de spécialistes qui sont venus, qui ont rendu des conclusions. Il y a eu même beaucoup plus d'études qu'il n'était légalement prévu, de manière à ce qu'on verrouille tout. À partir du moment où tout est fait et que la conclusion, c'est qu'il y a dédommagement puis expulsion, l'intérêt général, entre guillemets, si on considère que c'est l'intérêt général, ne peut pas s'arrêter devant quelques dizaines d'individus. Alors après, c'est vrai qu'il y a un souci et on ne peut pas faire n'importe quoi avec eux. Il faut trouver une solution négociée. C'est là que... Mais moi, ce n'est pas mon affaire à moi, si vous voulez. Je ne suis pas partie prenante, mais je considère qu'à partir du moment où la démocratie s'était exercée, s'est imposée, parce que c'est ça, et qu'il y a quelques dizaines d'individus qui s'y opposent, je pense que ce n'est pas possible. Une minorité ne peut pas faire la loi. Une minorité peut changer le monde, mais pas faire la loi. Mais en tout cas, elle peut en tout cas semer les graines pour changer le monde. Et vous savez, moi, le reportage qu'on vient de voir, il m'émeut beaucoup. Je suis d'une famille de paysans par ailleurs et de paysans bio. Mais quand je ne sais pas si tous vos téléspectateurs ou si vous mesurez la portée de ce que dit ce paysan quand il dit quand on bétonne 1 hectare de ma terre, il n'y a rien qui peut le compenser. C'est quand même quelque chose d'extrêmement douloureux. C'est une profession qui souffre, qui a du mal à s'en sortir, qui est très peu aidée, qui a des conditions d'accès aux aides, notamment de la PAC, qui sont extrêmement difficiles, à part quand c'est des très très gros producteurs. Sur la ZAD, typiquement, on a réduit les parcelles, ce sont des petites parcelles de 3 hectares qui favorisent une agriculture différente, écologique. Il y a plein de possibilités, sans vouloir être forcément un agriculteur écolo. On peut se lancer dans les polycultures, on peut faire plein de choses très intéressantes. Et quand il dit que rien ne pourra remplacer ça, quand on a plusieurs générations, quand on a un attachement à la terre et au métier. Je ne sais pas si vous mesurez la douleur qu'il y a dans les propos. Mais est-ce que justement, les douleurs, l'émotion dont vous parlez, est-ce qu'elle n'est pas finalement occultée par ces quelques jusqu'au-boutistes dont on parlait tout à l'heure? C'est comme les casseurs dans une manif qui viennent perturber le message. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a très peu de personnes et qu'on oublie les 10 000 personnes qui étaient là pour ne parler que des 30 personnes qui ont fait un peu de grabuge. Quand la logique voudrait qu'on parle avant tout des 10 000, c'est-à-dire de la majorité. Vous m'interrogiez tout à l'heure sur une minorité peut-elle faire la loi. Je vous ai répondu, une minorité peut changer le monde. Là, c'est une minorité, c'est 10 000 ou c'est 20 000 ou c'est 30 000 qui se rassemblent souvent là-bas, avec des enfants. Enfin, on le voit même sur vos images. Il y a des vieilles dames qui s'opposent à des gendarmes, à des policiers ou des CRS, je ne sais pas trop, qui ne sont pas très violents par ailleurs, puisqu'il n'y a pas de raison d'être violent. C'est ça la réalité là-bas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont pacifistes, qui sont non-violents, qui veulent un monde meilleur
et c'est quand même beau d'avoir des gens qui se battent encore aujourd'hui pour un monde meilleur. Mais c'est pas d'eux qu'on parle. Et plus on parlera de ces gens qui ont décidé... Oui, mais c'est la réalité, parce que si l'évacuation, elle est menée dans 2 semaines... Mais je vous le disais, la violence symbolique qu'on oppose à ces paysans, quand on dit à ces paysans qu'on les prive de leurs terres, qu'ils n'ont pas leur mot à dire, que l'héritage de plusieurs générations de paysans va être dilapidé, vous croyez que ce n'est pas d'une violence immense et d'un mépris humain terrible, et que ça peut générer de la rancœur? Pas de mépris. Je pense qu'il n'y a pas de mépris. Vous savez, je pense que vous avez raison. Nous pensons tous, d'ailleurs, que le monde doit devenir meilleur. C'est évident. On n'a pas tous la même définition. On n'a pas tous les mêmes méthodes pour y arriver. Mais on ne peut pas, en permanence, chaque fois qu'il y a eu des choses qui ont été décidées, qui doivent être mises en œuvre, se réfugier derrière l'émotion pour justifier un certain nombre de choses. Très honnêtement, ce n'est pas possible. Le développement paysan, ce n'est pas qu'une émotion. C'est aussi un système économique, c'est aussi un système de vie. Je ne parle pas que d'émotion, là je fais référence à l'émotion parce que ce reportage, il était très émouvant. Mais ce n'est pas que ça. Par ailleurs, sur Notre-Dame-des-Landes, il n'y a jamais eu de décision ferme en 40 ans. Et c'est bien là le problème. Alors a priori, là, ce gouvernement a promis de la fermeté. Et ce serait bien, mais sauf que... il a la possibilité de se dédouaner tout le temps, comme Emmanuel Macron l'a fait très tranquillement sur la colonisation, par exemple, de dire qu'il n'est pas caution de ce qui a été fait avant, qu'il n'en est pas responsable, et que donc il peut trancher. Il peut trancher sur Notre-Dame-des-Landes, c'est vrai. Mais pour l'instant, on n'a toujours pas de réponse sur Notre-Dame. La consultation a commencé avec ce comité d'experts qui a été mis en place à l'automne. Ouais. Donc c'est en cours. Vous ne pouvez pas les critiquer sur ce mais je ne critique pas, mais je n'approuve pas non plus, puisque je n'ai pas encore la réponse. Et chaque chose des craignant l'eau froide. Vous verrez à la fin du mois de janvier. J'attends d'avoir une réponse ferme du Premier ministre et du Président, mais je pense qu'elle viendra du Premier ministre sur la question. Justement, en ce moment même, à Matignon se déroule un certain nombre aussi de consultations. Ce sont les élus qui sont là, c'était les sénateurs ce matin. Alors, 2 sur les 5 invités sont venus à cette rencontre avec Édouard Philippe. C'était Christophe Priou pour les Républicains et Ronan Dantec pour Europe Écologie Les Verts. Et puis cet après-midi, tous les députés a priori invités se sont rendus à Matignon pour ces consultations. Est-ce que vous espérez quelque chose, qu'il en ressorte quelque chose? Vous vous dites, finalement, je suis sûr que c'est plié et ça ne sert à rien. Ah non, c'est très très bien. Les consultations, c'est toujours primordial. Puis là, en plus, Ronan Dantec, en plus d'être un sénateur écologiste, c'est aussi un sénateur du Cru, donc qui connaît bien le dossier, qui a travaillé depuis longtemps, qui en plus travaille à l'échelon national et international sur des questions similaires partout, avec des élus de tous bords, mais qui travaillent sur des questions de transformation écologique. Donc c'est très très bien tout ça, et c'est très bien qu'on fasse tous les échelons, de la petite commune jusqu'au sénateur, puisque c'est l'échelon concerné. Sénateur effectivement reçu à Matignon et qui a rencontré Camille Collin à leur sortie. J'ai rappelé que sur l'aspect économique, besoin pour la région ouest d'un équipement qui permette de favoriser le développement notamment de l'aérien. On est tout à fait conscient également que ce dossier a pris une dimension symbolique et politique, puisque c'est pratiquement un combat national pour ou contre d'ailleurs cet aéroport. Donc la situation est certainement difficile et tendue et la décision politique ne sera pas facile à prendre et à faire appliquer. Je pense qu'on est dans un moment où il faut rappeler constamment nos positions, rappeler qu'en termes environnementaux, ce transfert est un désastre, que c'est plusieurs milliers d'hectares de terres agricoles artificialisées, que les mesures compensatoires ne marchent pas, ce qui est écrit quand même dans le rapport des médiateurs et ce qui était aussi les conclusions dans le cadre de la commission d'enquête sénatoriale dont j'étais le rapporteur. Il n'y a pas aussi un problème écologique d'étendre l'aéroport, l'actuel aéroport de Nantes? Là, il n'y a aucune question? Alors, il n'y a pas un projet fixe de la manière... pardon, je parle mal français. Il n'y a pas un projet établi d'élargissement de l'aéroport de Nantes-Atlantique aujourd'hui. Il n'y en a pas un seul. Il y a plusieurs projets qui peuvent se développer. Et pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas qu'un seul? Parce qu'on n'a jamais voulu explorer la voie d'un élargissement. Vous savez, ce qui est drôle, c'est que dans d'autres capitales européennes, je vais prendre par exemple Genève, il y a 3,5 fois le nombre de passagers qu'il y en a à Nantes-Atlantique. Or, ce sont 2 aéroports de taille équivalente. Pourquoi est-ce qu'on arrive à Genève avec un aéroport international qui draine un trafic immense à faire mieux qu'à Nantes où on aurait besoin d'un 2e aéroport? Ça n'a pas de sens. Nicolas Hulot était contre ce projet depuis qu'il est ministre. Il ne se prononce plus.
Je ne donne plus d'avis sur ce que je souhaite. On a connu mon opinion. J'ai une conviction, c'est qu'il y a une solution qui va être trouvée et que la décision va être prise dans un temps limité. Je n'ai absolument, au moment où je vous parle, aucune idée de la décision qui va être prise. Ce serait un comble qu'avant la consultation, une décision soit prise. Vous le regrettez, ce silence ? Il n'y a plus aucun ministre d'ailleurs qui donne aujourd'hui son avis. Même François de Rugy, président de l'Assemblée nationale. Ça revient à la phrase qu'avait dite à l'issue du séminaire gouvernemental Édouard Philippe. Il n'y a pas un soliste au sein de l'orchestre gouvernemental. Il y a un chef d'orchestre et puis les autres, on joue. Oui, mais pour l'instant, il n'y a pas de décision prise par le gouvernement. Quand on leur pose la question, Nicolas Hulot répond non. Brune Poirson, qui était l'invité de la matinale d'Elsie hier, dit mon avis, tout le monde s'en fiche. J'ai le mien, je vous le donne pas. Sébastien Lecornu, c'est exactement la même chose. Mais quand on voit Nicolas Hulot, il y aura aussi un vrai test politique, purement politique, à l'issue de cette décision rendue, pour savoir quid de Nicolas Hulot au sein du gouvernement, sa marge d'action, plus ou moins large, etc. Ça sera aussi au-delà de la décision purement du projet de l'aéroport, de la ZAD, il y a aussi ce sujet politique qui est très important qui est sur la table. Mais vous le regrettez, ce silence ? Je pense que quand on a une consultation en cours, si on ne veut pas la dévaluer, on est obligé de mettre un peu en retrait son opinion. Donc ça, c'est logique. Par ailleurs, les positions de Nicolas Hulot sur l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, excusez-moi, mais elles sont quand même très connues. Ce qui est plus intéressant, je trouve, c'est les positions notamment d'Emmanuel Macron et du Premier ministre Édouard Philippe sur l'aéroport. Ils étaient profondément pour avant d'être en exercice, et aujourd'hui, depuis qu'ils ont les mains dans le cambouis et le nez dans les rapports, leur position, c'est légèrement transformé et ils évoquent le fait c'est eux qui sont moteurs sur le fait d'explorer la piste d'un élargissement de l'aéroport. Qu'est-ce que vous sous-entendez ? C'est-à-dire que ce qui est officiel, ce qui a été communiqué jusqu'ici était de nature à un petit peu embrouiller les esprits. Mais une fois qu'on connaît vraiment la nature du dossier... Je dis que la politique, c'est de la politique et qu'on fait des choix. Donc des choix ont été faits qui ont orienté les choix de l'État vers la construction et uniquement la construction de notre aéroport sans envisager d'autres alternatives. Alors que ce soit nous, en tant que parti écologiste, ou les associations, ça fait des années qu'on dit essayer d'évaluer la possibilité d'un élargissement. Et là, aujourd'hui, comme par miracle, ces deux nouveaux grands élus de la République découvrent en détail le dossier et changent leur position. Je dis qu'il y a un petit indice de... Bertrand Soubelet n'est absolument pas d'accord. Non, je ne suis pas du tout d'accord parce que je pense que sur le fond, ils ne découvrent rien de différent de ce qu'ils savaient avant. La seule question qui se pose aujourd'hui pour eux, c'est le coût politique que cette opération va avoir. C'est tout. Ça n'est que ça. C'est un coût au sens de coûter, mais pas financièrement. Mais en tout cas, je pense qu'il va y avoir des conséquences sur la décision qui sera prise. Mais de toute façon, quelle que soit la décision, il va falloir faire évacuer cette zone. C'est évident. Donc, et ce sera une réussite que si l'évacuation se passe bien. Absolument. Mais à ce stade, on ne sait pas, on ne mesure pas quelle serait la réaction de ces, j'allais dire, ultras dont je parlais tout à l'heure, si l'aéroport ne se fait pas, s'ils restent ou s'ils s'en vont. Parce que le Premier ministre disait, quelle que soit la décision, il faudra évacuer. Ça sous-entend que même si jamais Notre-Dame-des-Landes était abandonnée, qu'il y a des personnes qui comptent rester sur place. Absolument. Et donc, la question, c'est ça. Notre difficulté aujourd'hui, au plan collectif, c'est que il y a des antécédents. Il y a un certain nombre de choses qui sont mal passées. Je prends Sivens dans le Tarn et il y a eu un drame absolument épouvantable avec la mort de Rémi Fraisse. Je crains qu'une certaine frange de ceux qui ont vécu ça et qui entretiennent la mémoire de Rémi Fraisse ait envie qu'il y ait une contrepartie à la mort de Rémi Fraisse. Donc une espèce d'esprit de vengeance ? Une espèce de contrepartie, c'est-à-dire que il y a eu la perte d'un militant sur une zone d'action, et je crains qu'un certain nombre de ceux qui sont les plus ultras ne restent sur place pour se dire on va aller à la confrontation et on va régler nos comptes avec les forces de l'ordre. Ça, vous n'êtes pas d'accord du tout avec non, cette théorie ? je ne pense pas qu'il y ait que ce soit. Il y a quelques revendications, on peut les lire. Oui, il y a des revendications, mais le œil pour œil, dent pour dent ne fait pas vraiment partie de la logique et des valeurs qui animent en fait les gens qui occupent la ZAD. Oui, mais alors, vous l'avez dit vous-même, il y a beaucoup de personnes qui occupent la ZAD et il y a effectivement ces jusqu'au-boutistes. Ça, vous êtes capable de savoir ce qui les anime ? Ce qui les anime, c'est la volonté de faire en sorte que ce lieu reste un lieu d'expérimentation, un lieu d'expérimentation. Vous êtes sûr, sincèrement, vous nous avez parlé effectivement. On a bien compris
qu'il y a des écologistes, il y a des militants qui sont sincères et d'autres, comme encore une fois les casseurs dans les manifestations, qui ne sont là que pour en découdre. Mais oui, on peut toujours s'intéresser à cette ultra-minorité qui n'est Sauf que absolument pas représentative. c'est le problème de sécurité publique qui va se poser au gouvernement dans 2 semaines. Mais il ne se posera que s'il y a une évacuation violente de la ZAD. Sinon, il ne se posera pas. Il y a des moyens de faire autrement. Il y a tout à fait des moyens de trouver des avec ce genre de personnes qui sont là pour justement en découdre, qui commencent à préparer visiblement sur place des tours Mirador, Ça reste des êtres humains. On discute avec eux comme nous discutons là aujourd'hui tous ensemble, en ayant pourtant des points de vue et des désaccords. Ils vont discuter avec qui ? Mais ça veut dire qu'il faut trouver des médiateurs ou des médiatrices qui soient respectés par toutes les parties, qui puissent faire justement leur rôle de médiateur ou de médiatrice sans vexer ou se mettre à dos une partie des gens. Donc oui, c'est possible. D'ailleurs, les principales personnes avec qui il faut discuter, ce sont les paysans de Notre-Dame-des-Landes, parce que c'est eux qui font quand même figure d'autorité depuis le début de la lutte sur place. Et si eux sont convaincus, ils convaincront Je ne sais pas si c'est aussi simple que de dire si les uns sont convaincus, les autres suivent. Mais en tout cas, il y a une vertu qui est celle du fonctionnement collectif. Si le collectif des gens qui occupent effectivement la ZAD et la font vivre décide qu'ils ont obtenu des choses correctes et que donc il ne faut pas qu'il y ait de violence, je vous assure qu'ils ont aussi la capacité de calmer les gens qui ont le plus comment est-ce qu'on dit ? Je trouve pas le mot adéquat, mais qui ont le plus de rupture avec ce qui a pu être décidé. Donc oui, on peut trouver une solution pacifique. Il me semble que c'est d'ailleurs la position qui est suivie par le gouvernement, à l'exception de Gérard Collomb, mais Gérard Collomb semble être de toute façon toujours la personne. Selon nos informations, c'est le plan prévu par le gouvernement. Donc tous ces drones qui ont déjà survolé la zone, les 2500 policiers militaires qui sont déjà mobilisés, c'est le gouvernement qui prépare ce plan d'action. Je ne sais pas s'ils sont déjà... Moi, j'aimerais bien partager votre optimisme sur la capacité des paysans à convaincre les ultras de ne pas agir violemment. Très honnêtement, j'aimerais bien que ça se passe comme ça. Mais je crains que non, parce que l'expérience prouve que ça n'a pas été le cas. Je me rappelle m'être déplacé sur la ZAD quand j'ai pris mes fonctions de directeur des opérations il y a quelques années maintenant. C'était pas il y a très très longtemps quand même, c'était en 2013. Bien. Et quelques jours avant, un gendarme qui était en faction et qui était loin du lieu de vie de tous ces jeunes et tous ces gens-là, a été atteint par un cocktail Molotov sur la tête et il n'a dû son salut qu'à la réaction de ses camarades. Donc si vous voulez, j'aimerais bien vous croire, mais l'expérience prouve qu'on ne peut pas maîtriser ce genre d'individus et qu'ils ne sont pas toujours accessibles à la raison et au raisonnement. Vous avez déjà discuté avec quelques-uns d'entre eux ? Moi j'ai essayé, je suis allé parce qu'il y avait des barricades et j'ai pris des cailloux sur la figure. Donc évidemment, moi j'étais en tenue de gendarme, je représente tout ce qu'ils exècrent. Donc vous n'avez pas pu discuter ? Ah non, c'était impossible. Et d'ailleurs, les gendarmes sont venus me chercher et m'ont dit, mon général, vous ne pouvez pas rester là, vous risquez... je ne trouvais pas que je risquais grand-chose, mais et puis je ne suis pas peureux, mais quand même, je sentais qu'il y avait une certaine animosité et forcément les gendarmes ne sont pas forcément les mieux placés pour discuter avec eux, mais la capacité de discussion de certains d'entre eux me paraît limitée, très réduite. Alors, ce n'est pas le cas général, mais vous savez, pour faire dégénérer une situation, il n'y a pas besoin de beaucoup de personnes, il suffit d'une poignée d'individus bien décidés. Et après, vous avez des phénomènes de masse, parce qu'il suffit qu'il y ait 5 ou 6 individus bien déterminés et que ça commence à être un peu brutal, et tout le monde devient brutal. Je le sais parce que ça a été mon métier pendant 30 ans, et quand vous êtes au maintien de l'ordre, que vous avez maintenu vos troupes qui ont pris des cailloux dans la figure pendant des heures, et qu'on vous donne l'ordre d'avancer, et que ça continue, au bout d'un moment, chacun perd son calme, d'un côté et de l'autre. Et ce qui me fait peur, c'est ça pour Notre-Dame-des-Landes, parce que je pense qu'il va y avoir malheureusement de la casse. Et en parlant, et même en parlant maintenant, ça me fait quelque chose. La question, et vous êtes responsable politique, comment vous expliquez et comment vous justifieriez à certains qui vous disent aujourd'hui on est face à une zone de non-droit, cette zone de Notre-Dame-des-Landes, et dont l'évacuation est quasi infaisable. Comment expliquer ça ? C'est une zone de non-droit et on n'arriverait pas aujourd'hui à l'évacuer. Ça peut paraître absurde à tout citoyen qui écoute, disent attendez, qu'est-ce que font justement les forces de l'ordre ? Alors moi je vous dirais déjà que je ne sais pas si c'est un espace de non-droit.
et je ne sais pas s'il y a une nécessité d'évacuer tout le monde. Évacuer pour faire quoi? C'est-à-dire que si l'aéroport n'est pas si l'aéroport n'est pas construit, pourquoi est-ce que cette zone ne retrouverait pas sa vigueur à la fois bocagère et paysanne dans le temps? S'il y a des gens qui veulent investir dans cette zone, qui veulent y travailler, qui veulent venir s'y former, pourquoi est-ce qu'elle ne deviendrait pas ça? Pourquoi est-ce qu'on devrait obligatoirement faire partir tous les gens qui essayent de développer ce système sur place? Oui, il peut y avoir des violences. Il y en a souvent, il y en a toujours. Mais vous disiez, l'effet de masse peut produire de la violence. L'effet de masse peut aussi produire l'inverse. Et c'est charge à la force politique, parce que c'est notre devoir de responsable politique, comme vous le disiez, de trouver les moyens, de mettre les moyens du côté d'une résolution par la douceur et pas du côté d'une résolution par la force. Quand on voit les chiffres de 3000 gendarmes ou CRS ou policiers qui devraient être affrétés à Notre-Dame-des-Landes, une zone qu'ils ne connaissent pas, comme vous le disiez, ce ne sont même pas des gens qui sont issus de la région et qui ont un lien avec elle. Quand on annonce des choses comme ça, on ne met pas en œuvre les moyens d'une solution pacifique. C'est juste. Mais alors justement, vous dites, vous prenez ce dialogue, cette résolution pacifique, comme vous dites. Quand vous êtes allé sur place, vous avez rencontré ceux dont on parle, encore une fois, qui peuvent mettre en péril tout un processus de transition. Vous les avez rencontrés, ceux-là? Est-ce que vous avez réussi à discuter avec eux? Est-ce qu'on peut leur parler? Est-ce qu'on peut dialoguer? On rencontre plein de gens comme ça dans plein de mouvements sociaux, Et oui. alors? Et c'est ce que je vous dis, on discute avec eux, on est d'accord parfois, on n'est pas d'accord à d'autres moments. Je ne connais pas personnellement les gens auxquels vous faites référence, puisque je ne sais pas qui c'est. Ça reste une espèce de description floue de personnes qui casseraient. Mais je ne sais pas qui sont ces casseurs, je n'ai pas d'identité particulière, parce que pour ce qui me concerne, moi je croise des paysans et des paysannes, des gens qui agissent sur le terrain et qui se forment, des militants et des militantes écologistes. Il y a tout le voisinage aussi, vous le savez, dans la région. Certains le disent. C'est-à-dire que quand vous allez dans la région, ça va jusqu'à Nantes en disant « Pardon, mais depuis que la ZAD est là, c'est invivable ». Moi, j'ai beaucoup d'amis à Nantes et ils disent tout l'inverse. Nantes est une ville extrêmement... Alors, je suis nantaise. Voilà. Donc, je peux vous assurer qu'il n'y a pas toujours le discours que vous tenez. Mais je ne sais pas. Alors, ça dépend des quartiers, peut-être. Ça dépend peut-être aussi des politiques publiques mises en œuvre à Nantes, dans les quartiers. Je n'ai pas une connaissance suffisante de ce qui est fait sur place, mais je n'ai pas l'impression que si on prend strictement les chiffres des vols ou des agressions, il y en ait plus à Nantes. Le sentiment d'insécurité, ça peut être aussi tout simplement... C'est pas que des vols et des agressions, hein. Oui, c'est bien pour ça. C'est pas du tout ça. Le sentiment d'insécurité, ce n'est pas l'insécurité. Ce sont deux choses différentes. Et à force de voir que des jeunes avec des cagoules sur la tête et une écharpe un peu trop haute seraient, entre guillemets, des gens dangereux, comme on a construit d'autres images de la personne dangereuse en d'autres époques, on finit par croire, à chaque fois qu'on voit un gamin avec une capuche sur la tête, donc que c'est quelque chose de dangereux. Vous êtes en train de dire. Exactement. Quand vous êtes allé dans la ZAD la première fois, qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Le mode de vie de ceux qui étaient là, parce qu'on était quasiment... En autosuffisance? Oui, en autosuffisance et avec des moyens de mode de vie qui relèvent de la tribu des Indiens, globalement. Mais bon, moi je l'admets, chacun libre de faire ce qu'il veut, mais à condition que ce soit fait dans les règles et dans le respect des lois de la République. Et dans la ZAD, ça fait longtemps que ça... Tout le monde ne peut pas se permettre ça. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ne travaillent pas. Ah ben oui, bien sûr. Si. Qu'est-ce que c'est de bêcher un champ, de récolter? Oui, c'est ça, mais qui restent en autosuffisance sur ce lieu-là. Mais par ailleurs, il y a des démarches qui ont été initiées par les occupants pour justement passer de l'illégalité à la légalité et trouver des moyens de faire en sorte qu'ils ne soient plus taxés d'occupants ou d'occupantes illégaux. Donc il y a déjà des choses qui se font comme ça et qui se font en lien justement avec les paysans qui occupaient les terres jusqu'à présent. Parce qu'on parle beaucoup de ceux qui sont encore là, mais on ne parle pas trop des paysans qui sont partis vite parce qu'ils pensaient qu'ils n'auraient aucun moyen de lutter, parce qu'ils pensaient que personne jamais viendrait les défendre dans ce trou perdu au milieu. Il y en a qui sont déjà perdus. Et qui sont partis avec des compensations qui ne sont pas énormes, qui ne compensent pas une vie de travail, qui ne compensent pas les souvenirs, qui ne compensent pas le fait qu'on ait élevé ses enfants. Et eux, on les a oubliés. Et eux, on les a complètement oubliés, oui, tout à fait. Pourquoi c'est un premier test, Julien, pour le gouvernement ?
il sera réussi, oui ou non, en fonction justement de comment ça se passe la ZAD, ou ça démarre avec cette décision? Non, déjà, oui, en fonction du résultat, suite à l'intervention et à l'évacuation sur la ZAD, en fonction de la décision elle-même, oui à un nouvel aéroport, non à un nouvel aéroport, et de la position de Nicolas Hulot encore, c'est une pièce majeure du dispositif aujourd'hui de l'exécutif d'Édouard Philippe et d'Emmanuel Macron. Donc en fonction d'eux, comment il se positionnera? Est-ce qu'il a obtenu, Nicolas Hulot, s'il y a un nouvel aéroport, des compensations ailleurs? S'il n'y a pas un nouvel aéroport, comment? Il a aussi ses partenaires à lui, les écologistes qui sont là, les Verts aussi, et pas seulement, qui s'étendent autour de Nicolas Hulot. Donc oui, il y a plusieurs questions. C'est vraiment le premier gros test, on va dire, politique pour l'exécutif, pas de l'année 2018, depuis qu'il est entré en fonction, car on a bien vu ce qui s'était passé pour d'autres lois, sur la loi travail, etc., le peu de manifestations, les syndicats qui étaient divisés, etc. Là, on a vraiment quelque chose de très dur et qui s'étend au-delà, on va dire, de l'aspect d'une simple loi ou d'une simple décision politique. Merci beaucoup, merci pour ce débat. Donc on a bien compris, des questions épineuses et assez sensibles. Merci en tout cas de vos positions assez tranchées. J'espère que vous vous êtes fait une opinion, vous, derrière votre écran. Et je vous le disais, l'actualité aujourd'hui, c'est aussi Emmanuel Macron qui